Bonjour à tous. Donc la CEF est un des OGC qui évolue dans le secteur des arts visuels. On a évoqué les droits d'auteur un peu rapidement, mais pourquoi un peu rapidement? Parce qu'en fait, ils sont relativement insignifiants dans l'écosystème de la BD. Et pourtant, on a une part de responsabilité et voilà, c'est l'occasion aussi pour nous de dire publiquement que on est du côté des organisations professionnelles dans ce combat, hein, littéralement, car je pense qu'on peut appeler ça un combat pour améliorer les conditions de travail des auteurs et des autrices de bande dessinée, mais de façon plus générale, évidemment, tout ce qui se dit ici pourra à terme s'appliquer très probablement si des états généraux des autres disciplines se mettent en place, pourra s'appliquer, je pense, à toutes les disciplines de l'autorat. L'enjeu de ce temps-là de discussion qu'on va avoir, qu'on va effectivement essayer de garder court, c'est de commencer à réfléchir au moins aux problématiques, aux questions que les organisations professionnelles, la Ligue en fait partie, bien évidemment, il y en a de nombreux ici et on les salue, mais aussi les OGC qui sont aussi représentés ici et pas que par la SAIF. Quel est notre rôle? Comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour problématiser encore davantage nos combats et faire une transition avec ce temps qu'on va avoir de discussion un peu plus tard avec, d'ailleurs on salue Madame de Marco qui vient d'arriver. Ok, en tout cas, je ne la vois que maintenant, c'est pour ça. Merci infiniment pour votre présence. Le temps qui va venir après, c'est vraiment le temps des réponses politiques, hein. On rappelle, hein, les EGBD 2015 ont effectivement forcé le ministère de la Culture à se positionner, à prendre un petit peu, en tout cas, à bras-le-corps le problème. Là, il est temps que ce soit le Parlement qui s'en occupe. Voilà. Mais avant d'arriver effectivement à ce temps plus politique, on va peut-être revenir un peu sur des éléments un peu saillants de l'enquête. Il y a notamment la question du modèle économique, hein, qui, on peut le dire, hein, produit en lui-même de la précarité. Dans l'enquête, on a vu que plus de la moitié des auteurs sont sous le SMIC, plus d'un tiers sous le seuil de pauvreté. Enfin, je veux dire, c'est vraiment dramatique, hein, quand même, faut se le dire. Comment, et j'ai envie de dire pourquoi, continuer à produire dans ces conditions? À part finalement la question de la passion, certes. On rappelle, baisse de revenus de 20% sur 20 ans. Alors, je sais plus, c'était peut-être 39% n'ont pas le sentiment que ça empire, mais enfin, ils ont quand même perdu 20% de leurs revenus, hein, quand même. Le travail qui est toujours invisible, hein, et donc toujours pas rémunéré, avec le système d'avance qui finalement transfère le risque financier de l'auteur sur l'auteur, finalement par les éditeurs, hein. C'est toute la problématique, et je pense que ça peut être utile qu'on en reparle, la problématique du travail à débit et de l'édition à crédit. On peut le dire, hein, cette précarité n'est pas accidentelle, elle est organisée. On peut parler d'une économie de la pauvreté. La surproduction des œuvres, 7000 œuvres éditées, vous l'avez révélé dans l'enquête, c'est absolument colossal. Elle conduit fatalement à la dilution des ventes, ce qui explique aussi pourquoi le droit d'auteur en tant qu'outil de rémunération, car c'est sa fonction première, hein, on rappelle, est complètement défaillant. 53% ne touchent pas de droit d'auteur ou très peu. La féminisation du secteur, alors, qui fait apparaître de façon vraiment spectaculaire que la précarité est liée au manque de statut professionnel. C'est absolument évident. Et on rappelle qu'il y a le double facteur de précarité dans leur cas, hein, qui est le facteur de précarité lié au statut et le facteur de précarité lié au genre. Et enfin, je pense aussi que c'est important qu'on revienne dessus, si vous voulez bien, le non-recours aux droits sociaux dont la fonction ontologique est justement de protéger les personnes les plus précaires sont le signe, disons-le, hein, d'une défaillance institutionnelle structurelle. Donc, mes questions sont les suivantes. Maintenant que j'ai mis cette ambiance, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, chers auteurs et autrices, de travailler à perte? Est-ce que la multiplication des projets est une contrainte pour survivre? Semblerait que ce soit le cas. Combien, dans ces cas-là, faut-il de projets, hein, pour réussir à en vivre? Et dans ce contexte, comment est-ce qu'on lutte efficacement contre le non-recours aux droits? Voilà. Et je rajouterai aussi, mais c'est peut-être un peu on va dire, en appel du pied pour la table ronde de tout à l'heure, mais voilà, la balance des contributions de tous ces auteurs-autrices par rapport au coût réel des prestations sociales utilisées par les professionnels nous invite quand même à considérer sans doute que les artistes-auteurs paient déjà leur continuité de revenus. Voilà, c'est juste du grain à moudre pour le débat qui va suivre. Voilà, si vous voulez bien... Je vais juste dire un mot très pragmatique. Nous, je veux dire Valérie, Denis et moi-même, faisons partie des auteurs, autrices privilégiés.
Nous avons entamé notre carrière il y a longtemps, nous avons bénéficié du système de la presse, nous avons été capables de négocier plutôt bien nos contrats au fil des années. C'est pour cela que nous avons pu nous engager de manière longue et militante dans la préparation de cette enquête. Nous avons des contacts nombreux dans la profession, différents niveaux de revenus, différents types de rencontres. Nous avons vu des situations différentes. Celles et ceux qui sont aujourd'hui les plus précaires seraient bien en peine de se lancer dans la rédaction et la mise en forme d'une telle enquête. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. On ne nie pas du tout qu'il y ait dans la bande dessinée des auteurs qui ont réussi à concilier leur passion initiale et la reconnaissance professionnelle. Mais ce qui était la majorité, il y a encore quelques années, on avait un monde de professionnels qui avait plus ou moins réussi. Aujourd'hui, on voit véritablement une crise. Les carrières en bande dessinée avaient tendance à s'améliorer, car le système des droits d'auteur donnait un sentiment cumulatif. Après 5 livres, ça se passait mieux qu'après 1 livre. Après 15 livres, ça se passait mieux qu'après 5 livres. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Astérix, cette série qui a vu ses ventes s'accroître de manière exponentielle, album après album. Ce modèle-là est mort aujourd'hui. Un auteur de 40 ans n'est pas plus à l'aise financièrement que quand il avait 30 ans, et quelquefois un auteur de 50 ans se sent plus fragile encore qu'à ses débuts. Et donc le mécanisme qui construit les carrières artistiques, cette formule très forte du professeur Pierre-Michel Menger, s'accomplir dans l'incertain, c'est-à-dire avec l'espoir d'une progression, d'une amélioration au fil de la carrière, ce modèle-là est mort. On est aujourd'hui dans avancer de manière quasi certaine vers une stagnation ou une diminution de la carrière. Or, jamais la légitimité de la BD n'a été aussi forte. Et là, on a vraiment quelque chose qui ne va pas. On la célèbre au Centre Pompidou, à l'Académie des Beaux-Arts et partout. Or, ce qui fait le fondement, c'est-à-dire les nouveaux entrants, les nouvelles entrantes dans cette profession, cette féminisation dont on pouvait se réjouir tant elle a ouvert thématiquement la bande dessinée et tant elle a changé le visage professionnel, cette féminisation rime avec précarisation accrue, et le rajeunissement nous pose des questions, ce qui, à terme, évidemment, poserait des questions quant au public, car on peut difficilement imaginer qu'il n'y ait pas d'impact sur les lectrices et les lecteurs si la population des auteurs devait vieillir. Bon, pour faire une comparaison rapide avec le salariat, quand nous, on est rentré dans le métier, dès que ça fonctionnait un peu, on avait un CDI. On savait qu'on avait une durée devant nous avec nos séries qui allaient continuer, avec notre éditeur, on n'en avait parfois qu'un, qui allait nous suivre, etc. Aujourd'hui, c'est Uber. On n'est pas passé au CDD, hein, on est passé à Uber pour tout le monde. Et y compris pour des gens qu'on pense un peu connus. Ce n'est pas parce qu'on fait un petit succès sérieux avec un roman graphique que le suivant, qui n'est pas sur le même sujet, parfois pas dans le même style, marchera à son tour. Donc les carrières sont totalement devenues aléatoires. Et les gens qui arrivent à avoir de la stabilité dans la durée, dans les générations qui nous ont suivis, sont très peu nombreux. C'est d'autant plus rude qu'il peut paraître plus facile de commencer sa carrière de nos jours. Quand j'ai commencé comme autrice, il y avait une sorte de grande marche à franchir. On était, étudiant ou autre chose, et on avait, pour signer son premier album, c'était le parcours du combattant. C'était très compliqué, et quand on y arrivait, c'était une sorte d'accomplissement déjà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de publier, il y a une multiplication des éditeurs, des formats, des genres de bande dessinée, enfin tout ça on peut s'en réjouir, mais une fois qu'on est entré, on n'a plus la certitude que c'est bon, c'est fait, on a un CDI, comme disait Denis. On se retrouve parmi une foule d'autres jeunes auteurs, on est finalement qui vont vieillir ensemble, et dans la situation ne va pas beaucoup s'arranger pour les 99% d'entre eux, quoi. On va rester précaire sans doute tout au long de sa carrière. Et pour finir, je vais reprendre la métaphore que j'avais faite devant le président de la République. Samantha était avec moi. Je serais rentré dans un métier où les éditeurs élevaient des très très beaux poissons pour faire du caviar, alors que maintenant c'est le filet dérivant et on racle tout ce qu'il y a et on en fait de la chair à saucisse, de poisson. Vous voyez, donc c'est extrêmement violent pour les auteurs qui vivent ça, et en fait il y a énormément de gens qui sont coincés dans un système où ils ont eu le tout début, ce que disait Valérie, ils sont sur la pente et en fait ils verront jamais le haut de la marche. Ils vont rester en bas de la pente sur le... Voilà. Donc c'est vraiment très, très problématique. Ça fait partie des choses qu'on doit réussir à changer. En fait, malheureusement, en s'ouvrant, la bande dessinée a multiplié la précarité.
Ce qui est bien artistiquement a été extrêmement négatif socialement. Parmi, en tout cas, les réflexions qu'on mène au niveau de l'intersyndicale et au niveau de la Ligue des auteurs professionnels, il y a évidemment l'élaboration d'un statut professionnel autour de différents axes. Je pourrais les citer tous, mais enfin, en tout cas, ceux sur lesquels il y a une urgence à intervenir sont a priori les suivants. Le renforcement de la protection de l'auteur dans son rapport contractuel avec l'éditeur. On voit bien qu'il y a toujours un déséquilibre significatif. J'en dirai un mot, mais il y a une proposition de loi qui est portée par Madame Darcos et Madame Robert au Sénat. On pourra peut-être en dire un mot justement sur cette proposition de réforme du contrat d'édition. Un deuxième chantier, ce sont les relations collectives. Évidemment que quand on n'arrive pas à porter la voix, parce qu'on a un rapport de force déséquilibré, que notre capacité à négocier est relativement faible, eh bien, on peut faire confiance à nos organisations syndicales. Alors attention, est-ce que les organisations syndicales parviennent en concertation collective à obtenir un rééquilibrage complet des contrats d'édition? Non, on y est resté 5 ans avec un résultat, je dirais, pas du tout à la hauteur des enjeux, pour éviter de dire médiocre. On nous avait quand même demandé de ne pas parler de rémunération. C'était pas tellement le sujet qui était évidemment... Oui, non, mais ouais. moi, vraiment, on était tombé la négociation collective, mais on ne parle pas de On rémunération. parle pas de rémunération. On y est parvenu malgré tout, mais pour, je cite, sécuriser l'avance. Enfermer les auteurs dans leur rôle de débiteurs, ils sont bien à cette place-là. Samantha. En fait, pour synthétiser, et peut-être pour les parlementaires aussi qui sont là et les journalistes, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la question du statut. Et quand on dit statut, c'est l'ensemble en fait des dispositions qui régissent, même on pourrait dire des professions, parce qu'il y a une multitude de professions au sein du régime artiste-auteur. Donc, en effet, après le rapport Racine, on savait très bien qu'en se mettant à la table avec le SNE, qui est-il là aujourd'hui? C'est la question que je pose d'ailleurs dans cette salle, qui représente du coup la partie, on pourrait dire, employeur, d'un point de vue strictement juridique par rapport à notre régime social. On est dans un tel rapport de force déséquilibré et sans contrainte de discussion qu'évidemment qu'on ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est enfin de nous reconnaître comme des travailleurs. Et quand je dis travailleurs, je ne mets pas une étiquette dessus, indépendant, salarié, c'est pas la question. C'est des travailleurs qui doivent voir une sécurisation de leurs conditions d'exercice de leur métier. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour les conditions de travail, pour du coup la retraite, comme on l'a dit, et ça a été l'objet de l'article 5 également, pour aussi cette question des non-recours aux droits sociaux. Elle est en fait en miroir avec le fait qu'on vit dans des bricolages. On vit dans des bricolages alors que le législateur en 75 a émis cette volonté qu'on soit traité comme des travailleurs. Et c'est là qu'on voit la dichotomie entre la volonté du législateur, qui est formidable. Je vous invite à lire vraiment les débats de 1975, où on se dit ils ont tout compris, c'est super. Et quand on voit 50 ans plus tard que, en fait, la mise en action, la rédaction des décrets et le suivi politique n'a pas été du tout à la hauteur des enjeux. Et c'est peut-être un peu difficile de dire ça, je sais, pour certaines personnes qui travaillent dans les ministères et qui, sincèrement, veulent faire bien. Mais je crois que c'est une prise de conscience très, très importante. Ce n'est pas un gros mot de dire qu'on travaille. Il est temps de le dire, et c'est formidable, en fait, de travailler dans la création. Ça ne retire rien au droit d'auteur et à ce qu'est le droit d'auteur, comme cette singularité aussi des rémunérations. Mais les deux doivent coexister ensemble. Et pour répondre à Emmanuel Macron, du coup, 5 ans plus tard, Denis, je ne sais pas si tu te souviens que Monsieur le Président de la République nous a dit « Il faut que vous choisissiez entre travailleurs et propriétaires ». Non, je ne crois pas qu'il faut choisir. Il faut concilier les deux, en réalité. C'est ce que font les réalisateurs. Hein. Il y a plein d'autres régimes où il y a un effet cumulatif de droits d'auteur, de redevances et de protection sociale, et c'est totalement normal. Et je crois que nous-mêmes, et nous les premiers en fondant la Ligue, on a presque une autocensure de se dire qu'on n'aurait pas le droit. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit? On a déjà un certain nombre de dispositifs dans la loi. Les congés maternité, s'ils ne sont pas demandés aussi, c'est un problème d'information, et même à l'intérieur de nous-mêmes, de se dire qu'on y a droit. C'est ça qui est terrible, en fait, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment la société considère qu'on travaille? Est-ce que si je vais à la CPM, je ne vais pas me trouver face à quelqu'un, moi ça m'est arrivé 1000 fois, qu'on me dise, oui, mais c'est pas un vrai travail, enfin, vous comprenez. Voilà. En tout cas, c'est vrai que l'enfermement dans cette logique propriétaire nous contraint à focaliser l'attention sur le contrat d'édition. Or, qu'est-ce qu'on voit dans le contrat d'édition? Une cession globalement pour toute la durée de la propriété intellectuelle.
on cède tous les droits, y compris pour des utilisations que l'éditeur n'est pas en mesure de fournir. C'est vrai que souvent, on voit bien, on cède nos droits de merchandising, alors que l'éditeur, on le voit dans l'enquête d'ailleurs, n'a pas les moyens déjà suffisants pour assurer la promotion du livre imprimé, qui est quand même l'obligation centrale de son contrat d'édition. Et on a un fossé abyssal entre la durée de cession et la durée d'exploitation. Donc, une sous-exploitation des ouvrages qui se cumule avec une surproduction. Faut pas avoir peur du gros mot. C'est pas un gros mot de parler de surproduction de bouquins, surtout quand on est à l'aube d'une révolution cataclysmique qui va sans doute pousser encore à son paroxysme ce problème avec l'intelligence artificielle, où, pour rappel, Amazon limite à 3 par jour et par dépôt le nombre de manuscrits. Donc, c'est dire que l'urgence est là. Alors, justement, on considère que le contrat d'édition est au cœur du système. En tout cas, dans la proposition de loi d'Arcos-Robert, l'objectif est simplement de renforcer le contrat d'édition. Quand on regarde ce que vous nous dites, et qu'on peut mettre d'ailleurs en parallèle avec une étude qui est sortie de l'agence Occitanie Livre et Lecture, au fond, le contrat d'édition, c'est quoi ? 30% des revenus d'un auteur qui se consacre au livre. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que ce rôle central de l'éditeur dans la vie de l'auteur, il est peut-être en train d'évoluer. Et la preuve, c'est que vous nous ajoutez à cela un transfert systématique de charges qui fait que, finalement, c'est à l'auteur d'assurer sa promo, que c'est peut-être commode d'aller chercher un auteur qui a déjà une communauté Instagram, au moins on ne prend pas trop de risques dans la publication de son ouvrage. On a même vu des auteurs à qui on disait « revenez quand vous aurez la communauté Instagram ». Exactement. Donc, on a un auteur qui, autrefois, était sacralisé comme ça par l'éditeur faisant l'auteur. C'est quand même vraiment en train de changer. Et on est plutôt face à un auteur un peu entrepreneur, quoi, où il doit être à la fois promoteur de son travail, être patient, passer 3 jours en festival du livre à faire des dédicaces. Et donc, même le rôle du libraire est en train de changer, parce qu'il se transforme plus en lecteur, mais en manutentionnaire. Donc, toute cette chaîne du livre, comment est-ce qu'on peut la forcer à se remettre en question, en réalité ? Oui, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est le transfert considérable, on l'a évoqué très rapidement, le transfert considérable de charges techniques, remettre des scans hautement professionnels, etc. Ce qui signifie un équipement qui n'est pas pris en compte par l'éditeur. Quand j'ai commencé, nous remettions des planches et les films étaient réalisés, et puis nous remettions les couleurs et la gravure était réalisée. Aujourd'hui, toutes ces tâches-là et bien d'autres sont prises en charge directement par les auteurs, et ce sont des tâches-là qui relèvent du pur travail. Là, on n'est pas du tout dans l'octorialité, on est vraiment dans la technicité, et ces tâches-là n'ont pas été valorisées. Parce que c'est arrivé insidieusement, c'est arrivé petit à petit, et que les auteurs avaient à cœur de s'emparer des nouvelles techniques, mais j'ai entendu des remarques faites à des auteurs dont on dit, dis donc, ton ordinateur, il commence à être un peu vieux, tu nous rends des fichiers de définition trop faibles, ou ton scan n'est pas assez bon, tu devrais t'équiper d'un meilleur scan, sans penser un instant qu'il s'agit de quelque chose de gratuit, ou en tout cas de non valorisé. C'est très important parce que finalement, on est passé d'une époque où dans la presse, la valeur travail était reconnue, à une époque où, insensiblement, seule la valeur succès est reconnue. C'est comme si on faisait un film et qu'on disait le film a eu une audience très faible, donc tous les salaires vont être divisés par 3. Et pour rebondir sur la fabrication que tu évoquais, fabriquer un livre, quand j'ai commencé, on était au film, il n'y avait pas les ordinateurs, c'était hors de prix. L'éditeur dépensait une fortune pour imprimer avant d'avoir imprimé le premier exemplaire. Et chaque exemplaire, à l'époque, ça roulait encore sur des imprimeries à l'ancienne, était très cher. On a fait énormément d'économies grâce au numérique, ou à cause du numérique, je ne sais pas. On aurait dû imaginer que tout cet argent allait être libéré pour mieux nourrir les auteurs. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Tout cet argent a été libéré pour faire plus de livres. Et en fait, on a multiplié le nombre de livres, détruisant la part de marché de chacun. Et en fait, cette économie générale qui aurait dû profiter un peu aux auteurs a au contraire détruit les revenus des auteurs. Donc en fait, on n'est pas dans un phénomène qu'on pourrait appeler une low-costisation. Les coûts ont été réduits au minimum dans le but d'ouvrir le champ au maximum. Alors, dans les avions, c'est pour mettre plus de gens dans les avions. Là, en l'occurrence, c'est pour mettre plus de livres en librairie. Mais pourquoi ? Si c'est pour mettre beaucoup plus de livres que personne ne voit et ne lit, ça n'a culturellement aucun sens. C'est ici d'ailleurs que l'enquête auteur doit concerner l'ensemble des professionnels, éditeurs, libraires, etc. Car le constat que nous faisons à terme,
il est mortifère pour l'ensemble des professions de la bande dessinée. Et ça, c'est très important. Nous ne menons pas un combat corporatiste. C'est parce que nous croyons dans la bande dessinée, dans toutes ses dimensions, que nous pensons que la situation des auteurs et des autrices est déterminante. Et s'il n'y a pas de prise de conscience, je pense que dans 10 ans, il n'y aura pas de nouvelle enquête sur les auteurs, car ces résultats seraient trop désespérants. Alors, pour résumer, donc, on revoit les relations individuelles, on encadre la commande des œuvres. Ça, c'est pareil, on n'en a pas trop parlé, mais on pourrait en dire beaucoup. On encadre évidemment les cessions. À quoi bon accepter une cession trop large si l'éditeur n'est pas en mesure d'assurer l'obligation principale qui est d'exploiter de façon permanente et suivie l'œuvre pour laquelle il a acheté les droits, encadrer les rémunérations, limiter peut-être les cessions dans le temps, et renforcer en tout cas au minimum l'obligation d'information, parce qu'on voit bien, finalement, il y a une méconnaissance de ce qu'il est cédé dans les contrats d'édition, et donc sans doute il y a aussi un travail à faire. Côté relations co... On peut noter quand même que le SEA, le syndicat des éditeurs alternatifs, a fortement revu son modèle de contrat, notamment sur les questions de durée. Donc ce n'est pas quelque chose d'impensable. Et d'ailleurs, c'est intéressant, justement, ça fait la transition, parce que dans les relations collectives, ce qui serait bien, c'est que par exemple le SEA soit aussi invité à la table des concertations quand on travaille avec le ministère de la Culture à de meilleures conditions, parce que globalement, on a juste un représentant des éditeurs face à nous, c'est le syndicat national de l'édition, et qui lui-même est représenté par les gros groupes éditoriaux qui n'ont pas nécessairement le même prisme que les autres éditeurs indépendants, plus petits ou alternatifs. Donc, encadrer les relations collectives, c'est aussi mettre autour de la table l'intégralité des représentants auteurs et éditeurs. C'est d'organiser des élections professionnelles. Et c'est aussi sans doute de forcer la négociation collective, comme il y a dans d'autres secteurs d'activité où on oblige les parties prenantes à se réunir une fois par an pour parler rémunération, égalité, etc. Et un mot sur les élections professionnelles, c'est très important puisque dans l'article 5 du PLFSS, vous le savez, pour les parlementaires présents, il n'y avait pas les élections mises en place, qui est la première recommandation du rapport Racine, parce qu'avant de parler de travail, il faut d'abord parler de représentativité et d'exercer un cadre légal, en fait, si je devais résumer, puisque nous ne sommes pas tout à fait dans la légalité en la matière, ça a déjà été très documenté. Aujourd'hui, on a obtenu ça au niveau des élections professionnelles, au niveau de la loi, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que les organisations syndicales ne sont pas conviées, il n'y a pas de concertation. Ça doit être mis en application pour la fin de l'année. Oui. Où est le développement du site internet pour voter? Quelles sont les conditions de vote? Quel est le corps électoral? Ça, c'est des choses, le travail devrait déjà être fait dans un calendrier logique, politique qui tient. Nous n'avons pas de réponse de nos interlocuteurs du ministère de la Culture satisfaisante aujourd'hui. Enfin, oui, ça. Voilà, on a une, voilà. Et le sujet, la réponse est, c'est compliqué de mettre en place des élections professionnelles. Autant dire que c'est pas une réponse. Non. Et c'est, voilà, pardon, allez-y, Madame la députée. Non, c'est de dire qu'en fait, quand on obtient des choses, c'est un peu comme 1975 et le régime social. Je voulais vraiment insister sur cette dichotomie entre la volonté du législateur et la mise en place effective des choses, parce que là, il y a vraiment urgence à agir là-dessus, puisqu'il risque de se passer qu'au prochain PLFSS, ça va repartir. Et en fait, là, on parle d'urgence vitale. On parle de, si on pouvait avoir un vrai travail effectif fait en la matière, de personnes qui auraient véritablement accès aux droits sociaux auxquels elles contribuent. C'est, je vous le dis à titre personnel, mais moi, mon bébé, il avait 5 mois quand j'ai touché mes indemnités, alors que j'avais fait les démarches auprès de la Sécu, j'étais enceinte de 3 mois et je connaissais le régime, comme vous pouvez le constater. Donc c'est une urgence. Voilà. Catherine, tu voulais dire un mot pour le cas? Oui, non, je voulais juste dire ce que nous répond le ministère de la Culture actuellement. En ce qui concerne les élections, là, c'est un sujet très technique, donc aucune date de concertation n'est prévue parce que ce serait très technique. Je pense que c'est surtout très politique et que c'est la procrastination. C'est volontaire, c'est pas possible autrement. Je veux dire, c'est évident qu'il y a aussi bien au niveau du corps électoral, des fameuses branches professionnelles, il y a plein de sujets. Presque tous les décrets sont à réécrire et le travail n'est pas commencé et il n'y a aucune concertation. Donc effectivement, Samantha, tu as raison. Quid de la volonté du législateur d'un côté et de la mise en application
par le gouvernement de l'autre. Et je vais même me permettre d'arranger, on ne peut plus se permettre un échec comme le rapport Racine. Les auteurs, ils ont encore entendu parler de quelque chose qui allait être en leur faveur. Si ça leur passe encore sous le nez, à quel moment vont-ils tous décider que voilà, il faut arrêter et partir, ou partir dans un autre pays? La France, protectrice des artistes-auteurs, elle a une urgence à faire son travail. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas jouer à ce petit jeu de faire naître l'espoir et que derrière, il ne se concrétise pas. En fait, on voit le résultat, c'est l'annulation du FIBD d'Angoulême. Comme tout part toujours de la BD, d'un point de vue sociologique, ce degré de colère... Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé au FIBD, c'est la désertion. C'est-à-dire, on abandonne, on n'est plus là, on ne vient plus. Et quand on ne vient plus, moi j'y étais au FIBD, on était avec Catherine d'ailleurs, les commerces étaient dévastés. C'est-à-dire qu'un festival, c'est de l'argent, c'est une vie économique, c'est une vie aussi locale, c'est de la convivialité, c'est du lien tissé social et culturel. Et les artistes-auteurs qui se sont mobilisés ne l'ont pas fait contre, évidemment, seulement le festival. C'est aussi le symptôme d'un mal-être social et ce n'est que le début. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est des réponses. Il n'y a qu'à s'en saisir. Voilà. Et justement, peut-être d'interroger la façon dont on apprécie la valeur économique. On a tendance à voir le modèle économique uniquement concentré sur la valeur de l'objet, du livre. Sitôt qu'il est sorti, il est souvent pilonné, appelle l'encre sèche. Et on n'interroge jamais, et je pense aux travaux de Fanny Valenbois qui feront l'objet bientôt d'une publication qu'on attend, que beaucoup attendent, où justement elle invite à réinterroger la valeur de l'usage. Ce qui se passe autour de la lecture d'un livre, comment est-ce que justement ça génère du lien social, comment est-ce que ce tissu associatif, culturel, social qui est indispensable au bien vivre ensemble, il est souvent lié à la lecture. Quand on voit aussi la chute du temps de lecture, tout ça doit nous interroger. Et puis moi, je rajouterais que regarder l'économie du livre pour elle-même, ce serait une erreur stratégique. Ah, mais oui. Nous sommes le laboratoire de recherche et développement de l'ensemble de l'industrie culturelle, beaucoup plus cher qu'est l'audiovisuel, en comptant le jeu vidéo, etc. Je sais d'où vient Assassin's Creed. J'ai vu les auteurs de BD le créer 10 ans avant. Ces gens-là étaient dans les studios qui ont créé le jeu, etc. C'est la bande dessinée. Faire une bande dessinée, les éditeurs le savent, c'est pas cher. Comparé à un film, comparé à la moindre série, comparé à un jeu vidéo aujourd'hui qui est hors de prix. Donc en fait, laisser tomber la bande dessinée, c'est abattre notre avenir dans le multimédia global. C'est extrêmement dangereux pour ce pays, quoi. Souvenons-nous de Persépolis de Marjane Satrapi, commencé en noir et blanc dans un petit atelier chez un petit éditeur et devenant un jour non seulement un succès mondial, mais un film d'animation. Imaginez maintenant que Marjane Satrapi est dû, à l'origine, aller frapper à la porte des producteurs et des chaînes de télévision pour dire « je vais raconter mon enfance en Iran et en exil et ça va faire un grand film d'animation ». Donnez-moi 5 millions. On lui aurait ri au nez. Et donc, de ce point de vue-là, ce côté arte povera de la bande dessinée, quand il s'agit de sa mise en œuvre et pas de la pauvreté de ces artistes, ce côté-là est extrêmement important. Il y a la liberté créative la plus grande et qui innerve effectivement énormément d'autres domaines où les zéros s'ajoutent aux zéros, à partir de ce laboratoire premier. On peut constater en tout cas qu'on est en train de dépasser un peu définitivement, j'espère, l'idée selon laquelle la précarité en soi est nécessaire pour être un grand artiste, un homme de préférence au passage. Donc allons-y, parlons de protection sociale, parlons de ces besoins auxquels il faut répondre de façon totalement urgente. Il y a la question, on en a parlé plus tôt, on n'a pas de réponse, mais ça va être une question que les syndicats dont les syndicats vont s'emparer, celle du non-recours aux droits sociaux. Il y a la question évidemment des violences sexistes et sexuelles qui sont absolument endémiques dans notre secteur. La question des accidents du travail aussi, qui est encore un sujet quasiment impensé de l'autorat. Et enfin, la continuité de revenus. Est-ce que c'est le moment d'achever cette séquence un peu intermédiaire entre le rapport et le temps un peu plus parlementaire? J'avais une question. Vous vouliez poser une question? Allez-y, cependant, bien sûr.
Oui, non, un complément pour répondre à Denis, donc Yannick Charrière, comicstrip.fr. Denis, tu évoquais à demi-mot l'exil potentiel d'auteur comme une autrice, comme un avenir possible. Je voudrais juste évoquer un point de comparaison très concret. Aujourd'hui, on a quelques dizaines d'auteurs d'auteurs de bande dessinée qui travaillent pour le marché américain, tout en étant français et vivant en France. Aujourd'hui, ces auteurs-là préfèrent travailler pour le marché américain, qui est réputé pour être un marché cruel, extrêmement industrialisé, mais ils considèrent que leur statut dans ce cadre-là est meilleur que le statut français et ne veulent pas revenir vers le marché français qui est désavantageux pour eux parce que eux se sentent considérés comme des professionnels de la création, même si c'est dans un cadre totalement industriel et totalement accepté comme tel. Je fais un petit aparté, mais on a beaucoup étudié la situation outre-Atlantique avec la Ligue des auteurs professionnels, notamment avec Denis. Et en fait, aux États-Unis, ils sont partis des droits de travailleurs et ensuite, ils ont gagné le droit d'auteur. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu la protection sociale, qui est ce qu'elle est, avec vraiment des syndicats très forts, avec ces négociations, comme vous voyez, quand il y a les grèves des scénaristes, etc. Et ensuite, il y a eu les redevances ajoutées. C'est-à-dire qu'il y a eu la récompense du succès, ensuite, qui a été un combat qu'ils ont mené. Tout n'est pas parfait là-bas, bien sûr, mais dans les faits, ils reconnaissent le travailleur. C'est exactement ce que vous dites. Et c'est là qu'il y a souvent, on agite un truc genre « Non, mais les États-Unis, c'est terrible, etc. » En fait, quand on regarde factuellement les choses, en tout cas du côté des scénaristes, c'est très intéressant. Ils ont d'abord protégé les gens qui travaillent parce qu'ils en ont fait un investissement. Ils ont fait un vrai investissement, en fait, de se dire on a besoin d'histoires qui vont faire rayonner notre pays et donc on va investir, on va protéger les gens. À méditer pour la suite. Didier Passamonique de Actua BD. D'abord une première remarque et ensuite une question. Une remarque, c'est que le déclin du statut des auteurs, il est bien plus vieux que ça. En 71, les auteurs avaient obtenu une carte de presse et le fait d'être salariés dans les journaux dans lesquels ils travaillaient. Avec la disparition de la presse BD, ce statut a été modifié. Le deuxième point que je voudrais soulever qui suscite question, c'est qu'on parle de surproduction. Sur les 7000 livres qui sont publiés chaque année, il y a plus de 3000 mangas. Et donc là, on a une vraie question, c'est que les mangas sont une source à la fois de chiffre d'affaires et de marge pour les éditeurs. Est-ce que, j'ose cette question, est-ce qu'il n'y a pas une taxe manga à faire ? Reprendre le modèle du CNC pour le cinéma, c'est-à-dire taxer tout le monde, mais comme ça, et redistribuer après localement, au mieux de... On peut préciser quand même qu'autrefois, il y avait une taxe. Le CNL ne reposait pas que sur l'argent public. Ça a disparu il y a à peu près, c'était quand, Denis, 2017 Et je me souviens qu'à l'époque, on s'était beaucoup inquiété sur le fait que le budget du CNL allait pouvoir dépendre de la décision... Et c'est ce qui arrive cette année, voilà. Donc ça n'a pas loupé. Merci à tous. On se retrouve dans quelques minutes